Le carillon de la vieille horloge comtoise dans le couloir sonne 2 fois, signalant que le repas de Noël bat son plein. Mais ces notes graves sont étouffées par un « tigne, tigne, tigne » aigu qui perce le brouhaha des 18 parents attablés. Votre attention à tous, s'il vous plaît. Si je pouvais avoir votre attention un instant. Mon père, Stéphane Mercier, se tient au bout de la longue table en chêne. Il incarne à la perfection le patriarche bienveillant, les joues empourprées par le vin de Châteauneuf-du-Pape, une chemise d'un blanc immaculé sous son pull en cachemire, et un sourire qui, je le sais, n'atteint jamais tout à fait ses yeux. Valérie et moi avons une annonce à vous faire, claironne-t-il, la voix empreinte d'une fierté palpable. Il baisse la main et serre mon épaule, un geste qui se veut affectueux mais qui me glace. Je suis assise à sa droite, aussi raide qu'un mannequin de vitrine. La nouvelle est censée être un choc, un merveilleux choc. Nous avons décidé de transmettre les droits de succession de cette maison à Chloé. Un silence suspendu, puis il ajoute, la maison de famille appartient enfin à la sœur aînée, exactement comme le veut la tradition. À cet instant précis, la pièce explose. Mes tantes poussent des exclamations ravies. Mes oncles applaudissent bruyamment, faisant trembler la vaisselle et les verres en cristal. Manon, assise juste en face de moi, m'offre un sourire triomphant et pincé qui ressemble davantage à un rictus de satisfaction. Un discours. Un discours. Crie quelqu'un. Tous les regards sont tournés vers moi. Ils attendent des larmes de gratitude. Ils s'attendent à voir une fille submergée par la générosité de ses parents. Je force les commissures de mes lèvres à se relever, esquissant un vague sourire. Mais au lieu du bonheur attendu, un frisson glacial parcourt mon échine. Un sentiment de malaise rongeur monte des tréfonds de mon estomac. Eux voient un cadeau. Moi, je vois un piège. Les applaudissements se transforment en un grondement sourd dans mes oreilles, tandis que mon esprit remonte le fil du temps, 2 heures plus tôt, quand la maison était encore silencieuse et que les secrets n'avaient pas encore été noyés sous le bruit et le vin. Quand j'ai garé ma Citroën C3 de location dans l'allée à 11 heures ce matin, la maison semblait parfaite depuis la route. Une couche de crépi ocre fraîchement appliquée, des boiseries d'un blanc éclatant, des volets neufs d'un vert olive qui avait encore ce lustre de magasin de bricolage. Je suis resté assise un instant, à contempler l'endroit où j'avais grandi. Quelque chose clochait. Je ne pouvais pas encore mettre le doigt dessus. C'était juste un murmure dans mes entrailles. Le genre d'instinct auquel j'avais appris à faire confiance après avoir survécu à 3 plans sociaux successifs. Cette petite voix qui me disait « Mets ton CV à jour », 2 semaines avant que le couperet ne tombe. J'ai attrapé ma valise et j'ai remonté l'allée de gravier. La clé était toujours sous la grenouille en céramique près de la porte, exactement au même endroit depuis 1998. Certaines choses ne changent jamais, sauf que cette maison, elle, avait changé. Je l'ai senti à la seconde où j'ai franchi le seuil. La peinture. Une peinture fraîche. Le genre qui n'a pas encore complètement séché. Son odeur chimique et épaisse m'a pris à la gorge. J'ai posé ma valise dans l'entrée et j'ai regardé autour de moi. Tout était immaculé. Les murs semblaient presque luire. Mais sous cette odeur âcre de peinture, il y avait autre chose. Quelque chose d'humide et d'organique, comme du carton mouillé laissé trop longtemps dans une cave. « Chloé, tu es en avance. » La voix de ma mère a retenti depuis la cuisine, haletante et pressée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais trop occupé à passer ma main le long du mur du couloir. La peinture était si fraîche qu'elle était presque poisseuse. Qui repeint entièrement sa maison juste avant Noël? Une seconde, maman. Ai-je lancé? J'ai monté ma valise à l'étage, dans mon ancienne chambre. La pièce était identique. Même couvre-lit à fleurs de mes années lycée. Même bureau près de la fenêtre. J'ai laissé la valise près de l'armoire et je suis retourné dans le couloir, attiré par cette odeur étrange. Le 2e étage semblait différent, plus petit en quelque sorte. J'ai marché de pièce en pièce, passant mes doigts sur les encadrements de porte, scrutant les coins. Dans la salle de bain, les joints autour de la baignoire semblaient neufs. Dans le couloir, il y avait une légère ondulation dans le parquet qui n'était pas là à Pâques. « Chloé, tu peux descendre, ma chérie ?» La voix de ma mère avait maintenant une pointe d'agacement. Ce ton particulier qu'elle utilise quand elle veut quelque chose et qu'elle ne veut pas attendre. Je suis descendu, en prenant mon temps. Ma mère, Valérie, était dans la cuisine,
vêtue de son beau tablier avec les cigales brodées. Elle avait des papiers étalés sur le plan de travail, une épaisse liasse maintenue par une grosse pince noire. Des post-it jaunes hérissaient les bords comme les piquants d'un porc-épic. Te voilà. Elle a fait glisser les papiers vers moi sans préambule. Il faut que tu signes ça vite fait. L'avocat s'est déjà occupé de tout. Tu as juste à mettre ta signature sur les post-it. Tu vois, je les ai tous marqués pour toi. J'ai baissé les yeux sur les documents. La première page était un bloc de texte juridique dense, en interlignes simples, avec une police si petite qu'elle se fondait en une masse grise. Qu'est-ce que c'est? Le transfert de la maison. Chérie, ton père veut l'annoncer au dîner. Tu sais comme il adore ses grands moments. Elle se retournait déjà vers ses fourneaux. On te donne la maison. N'est-ce pas merveilleux? La maison de famille transmise à la fille aînée. Comme le veut la tradition. Pendant une fraction de seconde, une vague d'émotion m'a submergé. La validation. Toute ma vie, j'avais ardemment désiré cela. Je les avais vus gâter Manon, lui offrir tout sur un plateau pendant que je devais me battre pour la moindre miette. Et maintenant, ils me choisissaient, moi. J'ai débouché le stylo. Je voulais signer. Je voulais leur faire plaisir, rendre cette fête parfaite. La pointe du stylo a plané au-dessus du premier post-it jaune, mais je me suis arrêté. Je me suis penché, plissant les yeux pour déchiffrer le bloc de texte juridique sous le post-it. Le texte est trop petit, maman, ai-je dit en fronçant les sourcils. J'ai laissé mes lunettes dans le bureau tout à l'heure en allant vérifier l'imprimante. J'ai saisi l'épais dossier et je me suis levé. Je monte chercher mes lunettes, ai-je annoncé d'une voix neutre. Je dois de toute façon imprimer ma carte d'embarquement pour mon vol de demain matin. Je redescends dans 5 minutes. Ma mère s'est déplacée pour me bloquer le passage, sa main tendue comme pour reprendre les papiers. Pourquoi ne vas-tu pas chercher tes lunettes et ne redescends-tu pas? A-t-elle dit, son sourire crispé. Je t'aiderai à tout lire. Ce sera plus rapide comme ça. Mais j'étais déjà en mouvement. Je l'ai contourné et j'ai commencé à monter les escaliers, serrant les documents contre ma poitrine. Surveille juste la dinde pour moi, maman, ai-je lancé par-dessus mon épaule. J'en ai pour une seconde. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai marché calmement jusqu'à ce que je tourne au coin du palier. Puis j'ai accéléré. Je me suis glissé dans le bureau, le cœur battant encore la chamade après cette confrontation évitée de justesse. Mes lunettes de lecture étaient exactement là où je les avais laissées, sur la petite table à côté de la vieille imprimante laser de papa. Je les ai prises et les ai glissées sur mon nez. Le monde est instantanément devenu plus net. J'ai posé la lourde pile de documents, le cadeau, que ma mère voulait si désespérément que je signe sur le bureau en acajou. Chaque chose en son temps, ai-je murmuré. J'ai sorti l'ordinateur de sa veille, j'ai affiché ma confirmation de vol et j'ai cliqué sur « Imprimer ». Si les choses tournaient mal, j'avais besoin de cette carte d'embarquement pour une fuite à l'aube. L'imprimante s'est mise en marche. Elle a attiré une feuille, a produit un bruit de froissement écœurant, et s'est arrêtée net. Silence. Puis un voyant rouge furieux a commencé à clignoter. Bourrage papier. Génial, ai-je soupiré. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je me suis penché, j'ai ouvert le panneau avant et j'ai retiré le bac à papier pour dégager l'obstruction. Une boule de papier froissé est sortie avec le bac, coincé profondément dans les rouleaux. Je l'ai retiré délicatement et je l'ai lissé sur le bureau, juste à côté des papiers juridiques que je venais de poser. C'était un brouillon utilisé d'un côté, mais le verso était un email imprimé de la Banque nationale. Objet, refinancement refusé. Motif, ratio dette-revenu trop élevé. Co-emprunteur requis. Mon sang s'est glacé. Pourquoi me ferait-il généreusement don d'une maison alors que la banque venait de leur refuser un prêt dessus? J'ai chaussé mes lunettes et j'ai soulevé le premier post-it jaune. Les mots en dessous sont apparus en toute clarté. Contrat de reprise de dette. Pas un acte de donation, pas un transfert, pas un cadeau. Mes doigts se sont engourdis. J'ai tourné la page suivante, parcourant les paragraphes denses. La partie reprenante, Chloé Mercier, accepte d'assumer l'entière responsabilité de la dette hypothécaire en cours d'un montant de 154 000 €. Effectif immédiatement après l'exécution de ce contrat.
154 000 €. Ils ne me donnaient pas une maison. Ils me donnaient leur dette. La pièce a légèrement tangué. Je me suis agrippé au bord du bureau pour me stabiliser. Mes parents n'étaient pas des bienfaiteurs généreux. Ils cherchaient un bouc émissaire pour sauver leur dossier de crédit. L'email de la banque, froissé dans mon autre main, prenait soudain tout son sens. Leur refinancement avait été refusé parce que leur taux d'endettement était trop élevé. Alors, ils avaient besoin de quelqu'un avec un bon crédit, quelqu'un d'assez stupide pour signer sans lire, moi. J'ai feuilleté d'autres pages, mes mains tremblant maintenant. Il y avait un avenant joint à la reprise de prêt, faisant référence à un déblocage de fonds pour réparation d'urgence, déjà approuvé et versé il y a 3 semaines. 25 000 € versés directement aux propriétaires pour des réparations structurelles critiques. J'ai levé les yeux vers les murs fraîchement peints du bureau, vers les nouveaux joints dans la salle de bain, vers les plaintes suspectement impeccables. Où est passé cet argent? Ai-je chuchoté. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto de maman. La dinde est presque prête. Descends bientôt. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon téléphone et les documents juridiques et je me suis dirigé vers la porte de derrière. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace pour penser sans la voix de ma mère qui me vrillait le crâne. Le froid de novembre m'a giflé le visage. Je l'ai accueilli avec soulagement. J'ai descendu les marches arrière, passant devant le petit jardin où Manon et moi jouions à la poupée quand nous étions petites, avant qu'elle n'apprenne que jouer les faibles lui rapportait plus que d'être compétente. J'ai continué à marcher. Mes pieds savaient où ils allaient avant que mon cerveau ne comprenne. Le garage double indépendant au fond du terrain. La porte latérale n'était pas verrouillée. Elle ne l'était jamais. Je suis entré et l'odeur familière d'huile de moteur et de vieux carton m'a enveloppé comme une couverture. Pendant une seconde, j'ai de nouveau 10 ans, me cachant des crises de colère de ma sœur dans les ombres fraîches. La vieille Renault 4 litres de papa était garée à sa place habituelle. La Peugeot 205 de maman à côté. La petite Clio de Manon était là aussi, ce qui signifiait qu'elle était venue séparément, bien qu'elle habite à 20 minutes. Puis mes yeux se sont posés sur quelque chose dans le coin le plus éloigné. Quelque chose de grand, recouvert d'une bâche argentée. Je me suis approché lentement. Mon cœur martelait mes côtes. La bâche était fixée avec des tendeurs. Je les ai décrochés un par un, et le tissu a glissé sur le sol en béton avec un « whoosh » lourd. Un camping-car, flambant neuf, à en juger par l'éclat des chromes. Il était énorme. Le genre avec une extension et une cuisine complète. Le genre qui coûte plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Je suis resté là à le contempler. Mon cerveau essayait de traiter ce que je voyais, mais c'était comme essayer de faire des additions sous l'eau. J'ai tendu la main vers la portière du conducteur. Elle n'était pas verrouillée. Je suis monté à l'intérieur. L'habitacle sentait le cuir et le plastique neuf. Tout était impeccable. Le compteur kilométrique affichait 87 km. J'ai ouvert la boîte à gants, mes mains bougeant désormais en pilote automatique. Un dossier à l'intérieur. Un acte de vente du concessionnaire de camping-car de Gordes. Prix d'achat, 87 000 €. Date de vente, il y a 3 jours. Acquéreur, Stéphane Mercier. J'ai refermé soigneusement le dossier et je l'ai remis dans la boîte à gants. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient parfaitement stables. Je suis sorti du camping-car et je suis resté à côté, le regard fixé sur le mur du garage. La peinture s'écaillait près des fondations. Des traînées sombres coulaient du plafond. L'humidité que j'avais sentie dans la maison était plus forte ici, concentrée. Je suis retourné vers la maison principale, mon esprit assemblant les pièces du puzzle comme une feuille de calcul qui se trie toute seule. L'odeur de peinture fraîche, les nouveaux joints, le parquet qui gondole. J'ai contourné la maison jusqu'à l'entrée de la cave, sur le côté. La porte n'était jamais fermée à clé. Je l'ai ouverte et j'ai descendu les marches en béton. La cave était sombre. J'ai actionné l'interrupteur. Une seule ampoule a vacillé au-dessus de ma tête. Les murs ici aussi étaient peints. Le même beige frais qu'à l'étage. Mais ici, dans l'humidité, la peinture commençait déjà à cloquer. Je me suis approché du mur du fond et j'ai gratté l'une des bulles avec mon ongle. La peinture s'est effritée facilement.
En dessous, le placo était noir. Pas un noir de saleté, pas un noir de tache d'eau. De la moisissure. De la moisissure noire toxique, qui s'étendait en motifs organiques comme une chose vivante. Ils avaient emprunté 25 000 € pour réparer la maison. Ils avaient dépensé 87 000 € pour un camping-car de luxe à la place. Puis ils avaient peint sur la pourriture et essayé de me piéger pour que je signe mon nom sur la scène du crime. J'ai entendu des pas au-dessus de moi. Quelqu'un était dans la cuisine. Je me suis éloigné du mur et j'ai remonté les escaliers. Mon cousin Lucas sortait de la salle de bain quand j'ai émergé. Il s'est arrêté en me voyant, son visage se plissant d'inquiétude. « Chloé, ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. » J'ai forcé ma bouche à former quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Je vais bien. Juste besoin d'un peu d'air. » Il n'avait pas l'air convaincu, mais il a hoché la tête et est retourné vers la salle à manger où j'entendais les invités se rassembler. J'ai serré mon téléphone plus fort. J'avais un plan maintenant. Je me suis lavé les mains dans les petites toilettes, j'ai pris une grande inspiration pour calmer mes doigts tremblants, et je suis retourné dans la salle à manger. Maintenant, pendant le dîner, la dinde trône, dorée, au centre de la table. Les verres à vin sont à moitié pleins. Ma cousine Camille raconte une histoire sur le match de football de son fils, agitant sa fourchette pour appuyer ses dires. Manon rit de quelque chose que l'oncle Pierre vient de dire, sa main nonchalamment posée sur son verre de vin. Personne ne sait encore. Il pense que c'est juste un autre repas de Noël de la famille Mercier. Je me glisse à ma place, à la droite de papa. Maman croise mon regard de l'autre côté de la table et me lance un sourire crispé. Je ne le lui rends pas. Je pose mon téléphone, écran vers le bas, sur la table à côté de mon assiette. Puis je place l'email de la banque plié à côté, le papier net et accablant. Papa se racle la gorge et se lève, tapotant à nouveau son verre. La pièce se tait. Je veux finir ce que j'ai commencé tout à l'heure. Il me sourit, sa main retrouvant mon épaule. La même pression fière. Comme je le disais, nous donnons la maison à Chloé. Et voilà. Mais, puisque Chloé a déjà ce grand appartement à Lyon, nous pensons qu'il est juste de récompenser un peu Manon aussi. Pour équilibrer les choses, vous savez. Maman plonge la main dans son sac à main posé à côté de sa chaise. Elle en sort un écrin en velours, bleu marine avec des charnières dorées. Même d'ici, je peux dire qu'il est cher. Elle le fait glisser sur la table jusqu'à Manon avec un geste théâtral. Manon l'ouvre lentement, ses yeux s'écarquillant d'un ravissement affecté. À l'intérieur, un collier de diamants et des boucles d'oreilles assorties, les pierres captant la lumière du lustre au-dessus. Il scintille comme de petites gouttes de glace. Oh mon Dieu, souffle Manon. Elle sort le collier, le laissant pendre au bout de ses doigts. Maman, papa, c'est trop. D'une valeur de 11 000 €, dit fièrement papa. Tu le mérites, ma chérie. La table explose à nouveau. Les tantes s'extasient sur les bijoux. L'oncle Jean siffle doucement. Camille se penche pour mieux voir. Manon croise mon regard par-dessus la table et son sourire change. Il devient quelque chose de plus acéré, de plus satisfait. Elle se lève et contourne la table pour venir à mes côtés, drapant le collier sur sa clavicule. Merci, grande sœur, dit-elle d'une voix douce, en projetant sa voix pour que tout le monde puisse l'entendre, de prendre en charge l'héritage familial. Je sais que la maison est une énorme responsabilité, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Le sous-entendu est clair pour moi, même si personne d'autre ne le saisit. Je reçois la dette. Elle reçoit les diamants. Je reçois la structure pourrissante. Elle reçoit les actifs liquides. Papa lève son verre. À Chloé, et à la tradition familiale. 18 personnes se saisissent de leur verre. Le son du cristal qui s'entrechoque remplit la pièce. Je ne bouge pas. Mon verre reste sur la table, intact. À la place, je prends mon téléphone et le papier plié. Je les tiens tous les deux dans mes mains. La pièce réalise lentement que je ne me suis pas jointe au toast. Les verres restent suspendus en l'air. Des regards confus s'échangent autour de la table. Chloé. La voix de ma mère est prudente. Tu ne vas pas trinquer? Je regarde mon père. Il est toujours debout, son verre tendu vers moi,
son expression figée quelque part entre la fierté et la confusion. Il est beau, le camping-car dans le garage, papa, dis-je. Ma voix sort calme, presque conversationnelle. Il fonctionne à l'essence, ou à la trahison de ta propre fille? Le silence est instantané et total. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de papa devient blême. De quoi parles-tu? J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert la galerie de photos. Je les brandis, inclinant l'écran pour que les personnes les plus proches de moi puissent voir. L'image montre le camping-car rutilant sous la bâche. Les chromes captant le flash de mon appareil. J'ai lentement fait pivoter le téléphone autour de la table, tournant mon corps pour que tout le monde ait une vue claire. Vous comptiez partir en voyage là-dedans après que j'ai signé les papiers de la dette, n'est-ce pas? Je continue d'une voix neutre, factuelle. 87 000 €, achetés il y a 3 jours. Chloé, je ne sais pas ce que, commence papa, mais je n'ai pas fini. Je glisse vers la photo suivante. Le mur du garage, la peinture grattée pour révéler l'obscurité florissante en dessous. De la moisissure noire qui se propage comme un cancer dans les fondations de cette maison, et utiliser de la peinture bas de gamme pour couvrir la moisissure noire toxique, je continue, faisant toujours le tour avec le téléphone. Tante Monique pousse un cri étranglé. L'oncle Jean se penche en arrière sur sa chaise. Me piéger pour que je signe pour cette carcasse pourrie de maison. Le visage de maman est devenu blanc. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans nos affaires. J'avais tous les droits de ne pas signer la fin de mon avenir financier. Je pose le téléphone et je prends le papier plié, l'ouvrant avec un soin délibéré. Le logo de la banque est visible en haut. Je le tiens en l'air comme un procureur présentant une preuve. La banque a refusé le refinancement, je lis à voix haute. Ratio dette-revenu trop élevé. Co-emprunteur requis. Je baisse le papier et je regarde directement papa. Tu avais besoin que je signe une reprise de prêt, pas que j'accepte un cadeau. 154 000 € de dette transférée directement à mon nom. Manon se lève brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Grande sœur, il y a sûrement un malentendu. Peut-être devrions-nous en parler en privé. Je me tourne vers elle, et ce qu'elle voit dans mon visage la fait s'arrêter net. Tais-toi. Les mots sortent froids et plats. Ta voiture est garée juste à côté de ce camping-car. Tu savais tout. La bouche de Manon s'ouvre, se ferme. Elle se laisse retomber sur sa chaise, le collier de diamants semblant soudain obscène contre sa gorge. L'oncle Jean est le premier à rompre le silence. Stéphane, est-ce que c'est vrai? Tu essayais de refiler ta dette à Chloé? Ce n'est pas comme ça, dit papa. Mais sa voix a perdu toute son autorité. Nous allions l'aider avec les mensualités. Avec quel argent? Je demande. L'argent que vous avez dépensé pour un camping-car de luxe? Ou peut-être avec les 11 000 € que vous venez de donner à Manon? Tante Monique se tourne vers maman. Valérie, tu as peint sur de la moisissure noire? C'est illégal. C'est une fraude. La table explose. Tout le monde parle en même temps, les voix s'élevant sous le choc et la colère. Camille regarde mes parents comme si elle ne les avait jamais vus. L'oncle Pierre secoue la tête avec dégoût. Les cousins chuchotent frénétiquement entre eux. Oh mon Dieu, répète tante Monique, plus fort cette fois. C'est de la fraude. Maman essaie de parler, mais le vent a tourné. Les parents qui applaudissaient il y a 10 minutes sont maintenant en train de condamner, critiquer, me soutenir. Je me lève, attrapant mon sac à main sur le dossier de ma chaise. La pièce redevient silencieuse, tous les yeux rivés sur moi. Bonne chance à la famille avec la banque, dis-je. Je passe mon sac sur mon épaule et je regarde une dernière fois mes parents. Le visage de papa est rouge. Les yeux de maman brillent de ce qui pourrait être des larmes ou de la rage. Manon fixe les diamants sur ses genoux comme s'ils pouvaient la mordre. Je me tourne et je marche vers la porte d'entrée. Personne ne m'arrête. Derrière moi, le bruit reprend, plus fort maintenant. Des voix en colère demandant des explications. Le son des chaises qui raclent. Quelqu'un pleure. J'attrape ma valise dans l'entrée où je l'ai laissée ce matin. La maison sent toujours la peinture et les mensonges. Je sors par la porte d'entrée sans me retourner, la refermant derrière moi sur le chaos à l'intérieur. Ma Citroën de location est là où je l'ai garée.
Je jette mon sac sur la banquette arrière et je me glisse derrière le volant. Mes mains sont stables sur la clé. Le moteur démarre au premier essai. J'ai un vol pour Lyon dans des heures, mais je pense que je vais aller à l'aéroport maintenant. J'arrive au terminal de l'aéroport à 22h47. L'endroit est presque vide. Juste une poignée de voyageurs fatigués affalés sur des chaises en plastique et un agent d'entretien poussant une serpillière sur le carrelage. Les néons bourdonnent au-dessus, donnant à tout un aspect délavé et irréel. Je me dirige directement vers le comptoir d'enregistrement. L'agente derrière le bureau a peut-être 25 ans, porte trop d'eyeliner et a l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. Je lui montre mon billet et ma carte d'embarquement et je me dirige vers le contrôle de sécurité, puis je change d'avis. Trop tôt. Ils ne me laisseront pas passer avant 6 heures. Au lieu de cela, je trouve un banc près des fenêtres et je m'installe pour attendre. Je sors mon téléphone. 3 appels manqués de maman, 2 de Manon. Je le mets en silencieux et le remets dans ma poche. Ils ne laisseront pas tomber. Je les connais trop bien. Ils sont assis dans cette maison en ce moment même, en pleine panique. 18 parents viennent d'assister à l'effondrement de leur arnaque parfaite. Les murmures ont déjà commencé. Tante et oncle comparent probablement leurs notes, se souvenant de toutes les petites incohérences qu'ils avaient négligées auparavant. J'appuie ma tête contre le mur et je ferme les yeux. Je suis épuisé, mais le sommeil ne vient pas. Chaque fois que je commence à m'assoupir, je revois le visage de papa quand je l'ai interrogé sur le camping-car. Cette fraction de seconde avant qu'il ne se reprenne. Quand sa bouche s'est ouverte et que rien n'est sorti. Mon téléphone vibre une douzaine de fois en succession rapide. Je le sors. La discussion de groupe de la famille explose. Je fais défiler sans ouvrir aucun des messages. La plupart proviennent de diverses tantes et oncles me demandant si je vais bien, où je suis. Quelques-uns défendent maman et papa, disant qu'il doit y avoir un malentendu. Puis je vois l'aperçu d'un message de Manon. Seuls les premiers mots apparaissent sur mon écran de verrouillage. Tu es contente? Papa vient d'avoir mon estomac se noue. J'ouvre le fil de discussion. Tu es contente? Papa vient d'avoir une crise cardiaque et s'est effondré. L'ambulance arrive. S'il arrive quelque chose à papa, tu es une meurtrière. Le message a été envoyé il y a 4 minutes. Déjà, la discussion de groupe explose de réponses paniquées. Tante Monique demande à quel hôpital. L'oncle Franck dit qu'il monte dans sa voiture tout de suite. Je fixe l'écran. Mes mains sont complètement stables. Une crise cardiaque. Comme c'est pratique. Quel timing parfait. Je pense à la dernière fois que j'ai vu papa. Il y a peut-être 40 minutes. Debout à cette table de dîner, le visage rouge et furieux, mais ne se tenant pas la poitrine, pas à bout de souffle, juste en colère que son plan en or est implosé. J'ouvre une nouvelle fenêtre de navigateur sur mon téléphone et je tape « Hôpital d'Avignon » dans la barre de recherche. C'est l'hôpital le plus proche de leur maison, peut-être à 8 minutes en ambulance. J'appuie sur le numéro de téléphone. Il sonne 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. Urgence, hôpital d'Avignon. La voix est calme, professionnelle. Une femme d'une 40aine d'années, à en juger par le timbre. Bonjour, dis-je, en gardant ma voix égale. J'appelle pour prendre des nouvelles d'un patient qui aurait dû être amené en ambulance. Stéphane Mercier, crise cardiaque. Il y a une pause, j'entends une frappe de clavier. Pouvez-vous épeler le nom de famille? Mercier. D'autres frappent. Les secondes s'étirent. Mon pouls bat dans mes oreilles, mais je garde ma respiration régulière. Je n'ai aucun patient de ce nom admis ce soir, dit finalement l'infirmière. Êtes-vous sûr qu'il est venu ici? Je viens de recevoir un appel disant qu'il était transféré ici. Madame, j'ai vérifié notre système. Aucun Stéphane Mercier n'a été admis ou traité dans notre service d'urgence ce soir. Je ferme les yeux. La voilà. La vérité. Nette et simple comme une lame de couteau. Merci, dis-je. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains bougent automatiquement. J'ouvre les appels récents de mon téléphone, je fais une capture d'écran montrant le numéro de l'hôpital et l'horodatage. Puis j'ouvre la discussion de groupe de la famille.
43 nouveaux messages. Tout le monde est en pleine panique maintenant. Maman est intervenue, son message dégoulinant de drame. Priez pour Stéphane. Chloé, s'il te reste un peu de décence, rentre à la maison maintenant. Je tape rapidement, en joignant la capture d'écran. L'hôpital dit que personne du nom de Stéphane n'est admis. Papa s'est effondré sur un tas d'argent liquide ou sur les sièges en cuir de ce camping-car, Manon? J'appuie sur envoyer. Puis je fais défiler jusqu'en haut de la discussion de groupe, j'appuie sur l'icône des paramètres et je sélectionne « Quitter le groupe ». La boîte de confirmation apparaît. Êtes-vous sûr de vouloir quitter Famille Mercier? J'appuie sur « Quitter » sans hésitation. La discussion disparaît de mon écran. Mon téléphone se met immédiatement à vibrer de textos individuels. Maman, Manon, tante Monique, l'oncle Franck. Je regarde les notifications s'accumuler sur mon écran de verrouillage, mais je n'en ouvre aucune. À la place, j'ouvre ma liste de contacts. Je fais défiler jusqu'à maman d'abord. J'appuie. Je sélectionne « Bloquer ce contact ». Confirmer. Puis Manon. Bloqué. Le numéro de papa. Bloqué. Je passe en revue systématiquement, bloquant chaque numéro qui m'a envoyé un message au cours des 10 dernières minutes. Quand j'ai terminé, mon téléphone devient enfin silencieux. Je me penche en arrière et je regarde par la fenêtre. Le tarmac est sombre, à l'exception du balayage occasionnel des phares d'un véhicule de sécurité. Un avion décolle au loin, ses feux rouges clignotant alors qu'il monte dans le ciel noir. Mon téléphone vibre une dernière fois. Un texto de ma cousine, celle qui m'a demandé si j'allais bien quand je suis remonté de la cave, celle qui a toujours été honnête avec moi. Je viens de voir ta capture d'écran de l'hôpital dans la discussion avant que tu ne partes. Nom de Dieu, il panique maintenant. La moitié de la famille est furieuse contre tes parents. L'autre moitié fait semblant d'avoir besoin d'entendre les deux versions, mais je te crois. Prends soin de toi. Je réponds rapidement. Merci. Dis à tous ceux qui demandent que je vais bien. Je suis en sécurité. Et j'en ai fini. Je n'attends pas de réponse. J'éteins complètement mon téléphone et je le glisse dans mon sac. L'aéroport est de nouveau silencieux. Juste le bourdonnement des lumières et le son lointain de la serpillière de cet agent d'entretien. Je ferme les yeux et pour la première fois depuis des heures, je ressens quelque chose qui n'est ni de la colère ni du dégoût. La paix. Froide et pure comme l'air d'hiver. Ils avaient joué leur dernière carte. La fausse urgence. Le chantage affectif conçu pour me ramener dans leur toile, et je l'ai anéanti d'un seul coup de fil. Pas de cris, pas de larmes, juste des faits. Je resserre ma veste et je m'installe pour attendre l'aube. 3 jours après Noël, mon téléphone vibre alors que je suis à mon bureau à Lyon, fixant des feuilles de calcul qui refusent de s'équilibrer. C'est un texto de ma cousine Camille, l'une des rares parentes qui n'a pas pris le parti de mes parents au dîner. Il faut que tu vois ça. La capture d'écran se charge lentement. La page Facebook de maman. Une longue publication, publique pour que toutes les commères de Gordes puissent la voir. C'est le cœur brisé que je vous annonce que ma fille aînée souffre de graves problèmes de santé mentale. Le stress de son travail l'a rendue paranoïaque et délirante. Elle fabrique des histoires de camping-car et de moisissures noires qui n'existent tout simplement pas. Nous prions pour son rétablissement. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos pensées pendant cette période difficile. En dessous, le commentaire de Manon. Elle est juste jalouse parce que j'ai eu le collier. Je le lis 2 fois. Puis je pose le téléphone et je fixe le mur de mon appartement. Le mur propre, sans moisissure, que je paie avec de l'argent que j'ai réellement gagné. Ils essaient de me manipuler publiquement. Je reprends le téléphone et j'ouvre mes photos. Le camping-car sous la bâche, les chromes rutilants, et ce stupide prix visible sur l'acte de vente. Le mur de la cave, la peinture grattée révélant la pourriture noire en dessous. L'email de la banque toujours plié dans mon bagage à main depuis le vol de retour. Je réponds à Camille. Peux-tu me rendre un service? N'importe quoi. Je joins 3 fichiers, l'email de refus de la banque, l'acte de vente du camping-car avec la signature de papa et le prix de 87 000 €, des photos en gros plan de la moisissure noire, horodatage visible, montrant le jour de Noël à 13h47. N'hésite pas à rétablir la vérité pour moi, je tape.
La réponse de Camille est immédiate. Oh, ça va être savoureux. Je pose le téléphone face contre table et je retourne à mes feuilles de calcul. Je n'ai pas besoin de regarder. Je sais exactement ce qui se passe. Camille est probablement déjà en train de taper furieusement dans la section des commentaires de maman, téléchargeant des preuves, taguant les parents qui étaient à cette table de dîner. Qu'ils voient les preuves. Mon téléphone se met à vibrer sans arrêt vers l'heure du dîner. Des textos de tantes et d'oncles dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Est-ce que c'est vrai? Ta mère a menti? Cette pauvre fille. Je ne réponds à aucun d'eux. Je commande de la nourriture thaïlandaise et je regarde un documentaire sur la fraude financière. L'ironie ne m'échappe pas. Une semaine après Noël, un nouvel email arrive. L'expéditeur est indiqué comme « partie concernée », mais le style d'écriture crie Manon. Elle n'a jamais pu cacher sa voix, même en essayant. À Mademoiselle Chloé Mercier. Nous exigeons le paiement immédiat de 50 000 € pour les infractions suivantes, violation de la vie privée, entrée non autorisée dans un garage privé, vol de documents confidentiels, soustraction de papiers de véhicules, et diffamation publique, diffusion d'affaires familiales privées. Si vous ne retournez pas à Gordes dans les 72 heures pour signer les documents de la maison en suspens et rectifier cette situation, nous engagerons des poursuites judiciaires complètes au civil. Notre avocat est prêt à déposer une plainte. Je le lis 3 fois. Puis je ris si fort que je manque de m'étouffer avec mon café. Leur avocat. Ils n'ont pas d'avocat. Ils ne peuvent même pas payer leur hypothèque et ils me menacent de poursuite. La banque leur a refusé un refinancement parce que leur ratio dette-revenu était trop élevé. Cela signifie qu'ils sont en train de couler. Le seul paiement du camping-car doit les tuer. J'ouvre une réponse. Mes doigts planent au-dessus du clavier. Je pourrais écrire des paragraphes. Je pourrais détailler à quel point cette menace est stupide, à quel point leur désespoir est devenu transparent. Au lieu de cela, je tape une seule ligne, super, poursuivez-moi. J'enverrai toutes les preuves de cette fraude hypothécaire au tribunal et au fisc également. J'attends l'assignation. J'appuie sur envoyer avant de pouvoir douter. Puis je transfère toute la chaîne de mai à ma propre avocate, une femme vive nommée Sandrine, qui m'a aidé à négocier ma rupture conventionnelle il y a 2 ans. Je joins les photos, l'email de la banque et l'acte de vente du camping-car. Pour votre information, j'écris. Au cas où cela dégénérerait. Sa réponse arrive en moins d'1 heure. S'ils sont assez stupides pour réellement déposer une plainte, nous contre-attaquerons pour tentative de fraude. Mais à mon avis, vous n'entendrez plus jamais parler d'eux. Les gens qui font ce genre de menaces sont généralement fauchés et bluffs. Elle a raison. Silence. Un silence absolu et parfait. Plus de publications Facebook. Plus de mails menaçants. Plus de textos culpabilisants sur la façon dont je détruis la famille. Je vérifie le Facebook de maman une fois, par curiosité morbide. La publication sur mes problèmes de santé mentale a été supprimée. La section des commentaires où Camille a balancé toutes mes preuves a également disparu. Le tout nettoyé comme si cela n'avait jamais existé. Mais Internet n'oublie jamais. Je suis sûr que quelqu'un, quelque part, a fait des captures d'écran. 2 mois plus tard, Camille m'envoie un nouveau texto. Cette fois, pas de capture d'écran, juste un message. La banque a saisi. Tes parents ont 30 jours pour vider les lieux. Je fixe ce texto pendant un long moment. Je devrais ressentir quelque chose. De la culpabilité, peut-être. De la satisfaction. Quelque chose. Au lieu de cela, je me sens juste fatigué. Et le camping-car? Je tape en réponse. Saisi la semaine dernière. La voiture de Manon aussi. Apparemment, elle s'était portée co-emprunteur pour quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Bien sûr qu'elle l'avait fait. L'enfant chéri entraîné dans la chute par les mêmes parents qui avaient construit son piédestal. Il déménage dans un appartement dans les quartiers sud, poursuit Camille. Ta mère a essayé d'emprunter de l'argent à la moitié de la famille. Personne ne mord à l'hameçon. Je pose le téléphone, je vais dans ma cuisine, je me verse un verre d'eau du robinet et je regarde par la fenêtre l'horizon de Lyon. On voit les montagnes aujourd'hui, nettes et claires contre un ciel bleu. Mon appartement est petit. Un 2 pièces, à peine 65 mètres carrés, mais il est à moi. Les murs sont propres.
L'air ne sent pas la peinture ou la pourriture. Mon dossier de crédit est intact. Mon compte en banque grossit lentement mais sûrement. Je n'ai pas hérité d'une maison. Je n'ai pas eu un collier de diamants à 11 000 €, mais je suis libre. Mon téléphone vibre une dernière fois. Un nouveau numéro que je ne reconnais pas. C'est maman. Le propriétaire nous expulse. On a besoin d'aide, s'il te plaît. Je le lis 2 fois. Puis j'appuie sur le numéro et je sélectionne « Bloquer le contact ». Le téléphone se tait. Je finis mon eau et je retourne à mes feuilles de calcul. Il y a du travail à faire, et j'ai fini de porter les dettes des autres. 4 mois plus tard, je suis assise à ma table de cuisine à Lyon, regardant la vapeur s'échapper de ma tasse de thé. La lumière du matin attrape le bord de ma tasse, et au-delà de la fenêtre, la ville s'étend en blocs ordonnés de possibilités. Pas de manoir, pas de propriété héritée, juste cet appartement de 2 pièces que je paie avec l'argent que j'ai gagné, et cela le rend plus précieux que n'importe quelle maison en ruine à Gordes ne pourrait jamais l'être. Le canapé que j'ai choisi moi-même. La bibliothèque que j'ai montée sans demander d'aide. L'air sent le propre, pas la peinture qui recouvre la pourriture. Je paie mes factures à temps. Mon score de crédit a grimpé de 60 points depuis Noël. La nuit, je dors d'une traite jusqu'au matin sans me réveiller en sursaut, me demandant quel nouveau désastre quelqu'un essaiera de m'imposer. Mon ordinateur portable sonne avec une notification de mail. Je jette un coup d'œil à l'objet et je sens quelque chose de proche de la joie fendre ma poitrine. Félicitations pour votre promotion et votre augmentation. Je l'ouvre lentement, lisant chaque ligne 2 fois pour m'assurer que c'est réel. D'analyste de données senior à responsable de l'analyse. Une augmentation de salaire de 20% avec effet immédiat. Mon supérieur a écrit un paragraphe sur ma rigueur analytique exceptionnelle et mon sang-froid inébranlable sous la pression. Si seulement elle savait où j'avais pratiqué ces compétences. Je ferme l'ordinateur portable et j'ouvre un nouvel onglet de navigateur. Je tape dans la barre de recherche avant de pouvoir hésiter. Vol pour l'Islande. J'ai voulu voir les aurores boréales depuis que j'ai 16 ans. À l'époque où je mettais encore chaque paie de côté pour aider la famille. Il y avait toujours quelque chose. La voiture de papa avait besoin de nouveaux pneus. Les soins dentaires de maman. Le loyer de Manon, encore et encore et encore. Plus maintenant. La page de réservation se charge. Je sélectionne un siège côté hublot sur un vol partant dans 6 semaines. Mon doigt survole le bouton « Confirmer l'achat » pendant une seconde seulement avant que je ne clique. Confirmation de voyage. Carte d'embarquement envoyée par email. Une semaine à Reykjavik en solo, sans que personne ne me demande la moindre chose. Mon téléphone vibre à nouveau. Un numéro différent cette fois. Je reconnais l'indicatif. Gordes. Chloé, c'est Manon. Je sais que tu as bloqué maman, mais s'il te plaît, écoute-moi. J'ai eu tort. Je le vois maintenant. Il me reproche tout depuis la saisie. Papa dit que c'est de ma faute si tu les as démasqués. Maman ne me parle même plus la moitié du temps. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. On peut parler ? Juste une fois. Je veux m'expliquer. Je lis le message 3 fois. Il y a une petite partie lointaine de moi qui se souvient de la sœur que j'avais avant le collier de diamants, avant qu'elle ne gare sa voiture à côté du camping-car sans rien dire, avant qu'elle ne me traite de menteuse devant 18 parents. Je réponds. D'accord, un café. Mardi prochain, le bistrot des amis. 30 minutes. C'est tout. Je ne le fais pas pour elle. Je le fais pour pouvoir la regarder à travers une table, dire ce qui doit être dit, puis m'en aller en sachant que je lui ai donné la chance qu'elle ne m'a jamais donnée. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai une réservation pour fêter ça. Je prends mon manteau et je sors, fermant la porte à clé derrière moi. L'ascenseur ronronne en descendant, et j'aperçois mon reflet dans les portes en acier poli. Les mêmes lunettes à monture épaisse, la même expression sérieuse, mais mes épaules sont différentes maintenant, plus lâches, plus légères. Dehors, le froid de Lyon me mord les joues, mais le ciel est d'un bleu éclatant. Je marche vers le quartier des restaurants, les mains dans les poches, pensant au geyser et au glacier, et à un voyage que je fais juste parce que j'en ai envie. Quelque part à Gordes, mes parents rament. La banque a pris la maison. Le camping-car a été saisi.
Leur crédit est une terre brûlée. Je n'ai pas détruit la famille. La vérité l'a fait. Et je suis enfin libre.